qui est donc maître de conférence à l'université d'Angers, qui est à la fois maître de conférence en sciences, en histoire contemporaine et moderne, et qui, par l'entremise d'une expérience en licence pro à Cholet, sur le jeu, fait du jeu, ou a fait du jeu. J'ai joué beaucoup aussi. Et il y a beaucoup de jeux. Et s'est dit, tiens, le jeu, c'est un objet pour un historien. À vous la parole. Merci de m'accueillir. Donc, j'ai voulu travailler sur le jeu et le jouet. D'abord parce que j'avais cette expérience professionnelle à Cholet, donc, qui est notre annexe de l'université d'Angers. Et parce que quand j'ai commencé à élaborer un travail universitaire là-dessus, je me suis rendu compte que dès qu'on parlait de jeux et jouets, c'était pris de façon très aléatoire, très amusante. Mais ce que je faisais moi, c'est un travail universitaire. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce qu'un historien doit s'approprier ce qu'il a à disposition pour pouvoir faire de l'histoire du jeu et du jouet. Et donc, j'ai rassemblé un certain nombre de vignettes qui vont vous montrer quel est le terreau, le matériel avec lequel je peux travailler. Alors, beaucoup d'iconographie, on va voir beaucoup d'images, des documents qui sont très bigarrés souvent, avec des textes qui peuvent être très courts ou des formules qui peuvent être un peu étonnantes. Donc, c'est un amalgame, et cet amalgame, il me permet, moi, de construire tout un tas de raisonnements, en lien d'ailleurs avec d'autres collègues, des collègues de sociologie, des collègues de psychologie, et tout un tas de perspectives dans le domaine, justement, de la valorisation du jeu et du jouet. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va partir d'une définition. C'est-à-dire que, pour pouvoir expliquer quelque chose, encore faut-il avoir des références, le dictionnaire. Alors, comme je suis un historien, j'ai été chercher un dictionnaire qui est un petit peu ancien, puisque c'est le tout premier dictionnaire de l'Académie française de 1794. Et dans ce dictionnaire, j'ai plein d'éléments qui me permettent de réfléchir cette notion. J'ai en tout cas deux définitions qui sont celles du mot jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu pour les académiciens? C'est la récréation, le passe-temps, les actions gaies et folâtres par lesquelles on se divertit et on se réjouit. Donc on voit bien le caractère amusant, le caractère plaisir de la notion de jeu. Le mot jouet, lui, est un mot un peu différent. Dans la définition, c'est une chose. Donc on voit bien que les académiciens ici n'ont pas réussi à définir clairement le terme en lui-même. Une chose dont on se joue, dont on se divertit. Il faut dire que le mot jouet est un mot très particulier. On peut le dater très précisément. Et la date de naissance, d'apparition du mot jouet dans nos documents, c'est 1523. Plus précisément, c'est un inventaire des biens de Marguerite d'Autriche, qui est la cousine de Charles Quint, et dans laquelle vous avez, comme on fait habituellement, un inventaire après décès. Donc vous avez tout ce qu'elle a, des peintures, des éléments qu'elle a accumulés. Et puis, deux lignes apparaissent qui nous parlent de jouer avec UE. Vous voyez, la formulation est un peu ancienne. Et c'est la première fois que l'on voit ce mot jouet, donc, émerger. Alors, dans l'inventaire de Marguerite d'Autriche, c'est en fait des boîtes avec des rubans, avec tout un tas d'éléments, desquels, visiblement, elle s'amuse. C'est quand même très basique comme jouet. Mais c'est le point de départ. Le vocabulaire est au cœur de tout. C'est-à-dire que je fais un travail de lettres, sciences humaines, j'ai donc à maîtriser le vocabulaire. Donc, une fois que je commence à élaborer ma trame, je vais partir en histoire. C'est-à-dire que toutes les périodes historiques me permettent d'aborder les questions du jeu et du jouet. Et je vais piocher dans des endroits où je ne suis pas spécialiste, mais où d'autres ont travaillé pour moi. La première période, la plus ancienne sur laquelle on peut réfléchir, c'est ce qui précède l'histoire. Est-ce que l'on peut penser qu'un jeune préhistorien s'amusait? Et les archéologues nous ont montré qu'il y a en effet des éléments que l'on peut reconstituer. Alors, j'ai mis ici en exergue un texte qui est un placard que j'ai vu sur une exposition qui se trouve à Solutré, donc dans le sud-est, centre-est de la France, qui a un superbe musée de la préhistoire, et où justement il y a eu différentes vitrines qui ont été organisées. Et dans une de ces vitrines,
eh bien, on mettait en avant l'idée que les enfants, les adolescents, avaient vocation à jouer et à s'entraîner. Ça veut donc dire que l'activité du jeu est une activité qui a une utilité. Et de là, nous avons un certain nombre de perspectives, que d'ailleurs les spécialistes ont élaborées. Je ne suis pas spécialiste de la préhistoire, donc je leur laisse le dernier mot. La réflexion sur cette appropriation par le jeu d'une activité d'un enfant ou d'un adolescent de la préhistoire, c'est avant tout de maîtriser son environnement et plus particulièrement de chasser. Or, nous avons retrouvé, grâce aux fouilles archéologiques qui ont été élaborées, différents objets dont on voit bien qu'ils ont une perspective qui est celle de l'activité de chasse, mais qu'ils ne sont pas des objets d'adultes. Et en particulier, cet arc que vous avez ici, qui a été découvert en Suisse, vous voyez, date entre 9000 et 3300 avant Jésus-Christ. Comme toujours, évidemment, la datation de ces objets est extrêmement complexe. Mais nous avons là un arc dont la taille montre clairement qu'il s'agit d'un objet pour enfants ou pour adolescents. Donc, l'enfant va reproduire les gestes qu'il voit faire par les adultes, mais il va le faire d'abord en s'entraînant avec son petit arc. Alors peut-être qu'il ira tirer un oiseau ou un petit lapin qui passe à côté, puis quand il aura pris suffisamment d'assurance, eh bien, il pourra devenir un vrai chasseur. L'objectif du jeu est un objectif pédagogique. Et ça va être une notion qui reste tout au long de la construction et de l'évolution de la pensée sur le jeu, jusque quasiment au XXe siècle. Le jeu doit servir à apprendre. Donc, voilà pour la partie préhistorique. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est quand même un domaine très particulier. Mais, lorsque on avance dans les découvertes, on se rend compte qu'il y a quand même des choses très exceptionnelles. Les fouilles, et en particulier les fouilles du Proche et du Moyen-Orient, nous ont donné des objets d'une qualité qui sont époustouflantes. Il faut dire qu'en ce moment, ces territoires, c'est l'Irak, c'est la Syrie, sont dans des difficultés majeures quant à la préservation de ces sites, ne serait-ce qu'à la conservation de ce qui est dans les musées. Mais nous avons récupéré chez nous, en Occident, différents objets qui sont parvenus, surtout au tournant des années 20 et 30, parce que les fouilles ont été organisées à ce moment-là dans certains centres, et plus particulièrement, je voudrais attirer votre attention sur un type d'objet qu'on appelle usuellement les chariots de Mésopotamie. C'est un terme qui va être réutilisé pour d'autres objets, mais qui est, vous le voyez, d'abord une structure en lui-même assez exceptionnelle. Des objets fabriqués, des objets dont l'usage est très clairement un usage ludique, c'est-à-dire un usage pour enfants. Ces chariots-là, ça représente une structure qui fait à peu près cette taille. Donc on est vraiment sur un objet miniature. Qu'est-ce que c'est que ces objets? Ce sont des éléments qui reproduisent les chariots, les éléments de transport que les adultes peuvent avoir à disposition. Nous sommes dans une société agraire, il faut transporter les grains, donc il faut des chariots. Et donc vous avez différents types de ce qu'on appelle donc les chariots. Attention à ce mot parce qu'il va donner lieu à une confusion compte tenu de ce qu'on va voir. Donc des chariots creux, comme celui que vous avez à droite, qui vient de Syrie, dans lequel on imagine très bien un enfant qui, avec une sorte de laisse en cuir, regardez sur l'avant du chariot, vous avez une sorte de petit trou. Vous passez une laisse en cuir et l'enfant peut très facilement tracter cet objet qui est mobile, c'est-à-dire qu'il a des roues, un essieu qui lui permet de faire comme un chariot d'adulte. Vous y glissez 3 ou 4 grains que l'on a pris dans la récolte et l'enfant, il fait comme si. Et cette notion de faire comme si, elle a été plus particulièrement développée par un de ceux qui a analysé la question de la relation des hommes et du jeu, c'est Roger Caillois. Roger Caillois a travaillé sur ces questions-là et il met en avant l'idée que les enfants adorent reproduire ce que les adultes font. Donc le faire comme si, on le retrouve là, avec ce chariot donc de transport, avec un chariot plus complexe, puisque c'est un chariot couvert, mais également l'appellation de chariot de Mésopotamie recouvre
quelque chose que l'on va trouver non seulement à cette période-là, mais également ultérieurement en Grèce ou dans l'Italie romaine, ce sont des animaux qui sont, vous le voyez, sur roues et que l'on va donc tracter. Que fait un jeune enfant qui est dans une ferme? Eh bien, il va faire comme ses frères qui ont en charge une partie du petit troupeau, le petit bétail, la basse-cour. Et donc, il va avoir à s'occuper des animaux, et là, en l'occurrence, avec son bélier qui apporte toujours cette protubérance dans laquelle il passe le lacet, il va pouvoir emmener son animal, comme il aura ensuite à emmener le bélier quand il aura 3-4 années de plus, dans le lieu où il sera stocké. Donc, il reproduit un certain nombre de tâches, un certain nombre d'activités, qui sont celles de ses grands frères, et il le fait avec un animal, qui est donc ici reproduit. Alors, les chariots de Mésopotamie sont des objets particulièrement exceptionnels. Vous en avez une conservation dans les vitrines du Louvre qui sont tout à fait facilement visionnables. On trouve donc des animaux qui sont reproduits complètement, comme ce bélier que vous avez là. On reconnaît bien les cornes, évidemment, et le corps du bélier. On peut avoir également uniquement la partie avant, le buste du bélier, toujours avec le même système d'axes, les roues qui permettent de tracter l'animal et de jouer avec. Donc véritablement, on a un ensemble d'objets ici qui sont très riches et que l'on va retrouver, je le disais, ensuite dans ce qu'on appelle la Grande Grèce. La Grande Grèce, c'est le sud de l'Italie. C'est la Sicile et les Pouilles, la Calabre, Naples, si vous voulez. Toute cette région-là était une région qui était organisée par des colonies grecques, et donc on appelle ça la Grande Grèce. Et donc il y a là, par exemple, des grands buffles, enfin des buffles à grande corne, qui sont assez typiques de la région, que l'on reproduit de la même façon. Bon. Cette découverte d'objets par l'archéologie, elle a parfois offert des trésors incontournables, comme par exemple, ici, la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter, et dans cette tombe miraculeusement conservée, parce que tout y était, on a trouvé 4 jeux qui sont quasiment complets. C'est un véritable trésor. Dans tout le fatras, parce qu'il faut que vous imaginiez que la tombe de Toutankhamon, c'est pas du tout ce qui est aujourd'hui présenté dans les différents centres où on l'a reproduit, en particulier au musée du Caire, c'est au contraire un fatras. C'est-à-dire qu'on a tout balancé dans la tombe, on a fermé la porte, et on a oublié où était la tombe de Toutankhamon. Et donc vous avez plein de choses, vous avez des objets de chariot, vous avez des éléments qui sont censés accompagner le pharaon dans son voyage spirituel, et on y trouve, entre autres, des jeux. Un jeu qui est très important, si on a le temps tout à l'heure, on en reparlera, c'est le fameux Sénet, qui est un jeu de parcours, un jeu quasiment d'initiation. Et puis, on voit un certain nombre de pions, des éléments que l'on considère comme des dés, même s'ils n'ont pas la forme du dé tel que nous pratiquons aujourd'hui, c'est des cubiques. Ce sont surtout des bâtonnets d'ailleurs, qui servent à des comptabilités qui permettent de jouer. Donc, dans cette tombe, on a trouvé véritablement des trésors que les archéologues ont exploités, qu'ils ont mis en exergue dans la recherche, la réflexion sur la relation entre le monde égyptien et le monde du jeu. Il y a vraiment une richesse ici assez exceptionnelle, d'autant plus que ces objets, dont on a l'impression qu'ils sont ici des objets très luxueux, c'est vrai, vous avez du matériau, du bois raffiné, vous avez des éléments, des cases qui sont en matériaux précieux. Eh bien, on s'aperçoit, quand on étudie la société égyptienne, qu'ils ne sont pas réservés à l'élite. C'est-à-dire que ce jeu de scénettes que vous avez là, par exemple, ou le jeu des 20 cases que vous avez en dessous, il suffit de le tracer avec une pierre sur un support en calcaire, et vous reproduisez le système avec lequel n'importe qui peut jouer. Donc, on a ici des objets d'exception, mais le jeu est répandu dans toute la société. C'est une pratique de la société égyptienne. Alors, cette société égyptienne, elle est vraiment un objet d'étude très riche, d'autant plus que sur les tombes, alors pas seulement les pyramides, parce que quand on imagine l'Égypte,
On imagine évidemment les tombeaux des pharaons, mais vous avez toutes les autres tombes, qu'on appelle des mastabas, qui sont des tombes qui ont été creusées dans la roche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez sur les murs de ces tombes un certain nombre d'iconographies qui doivent accompagner le défunt dans l'au-delà. Et ces iconographies, elles doivent plaire au défunt, puisque le défunt n'est pas mort. Le défunt est dans une position où il va atteindre un autre monde. Donc il doit retrouver les éléments de son plaisir. Et sur les murs, nous avons souvent des scènes d'agrément de ce type. Alors, vous avez par exemple en haut à gauche un certain nombre de coureurs qui se préparent à la course. Regardez comment est-ce que les jambes sont relevées pour signifier que l'on va courir. Hein. Vous avez même pas des arbitres, mais des spectateurs qui regardent avec attention la course, d'autres qui se préparent. Vous avez également un certain nombre de structures qui... alors, oui, des structures donc, de sport, si vous voulez. Des structures également liées à l'eau, parce que l'Égypte, c'est le dos du Nil. Et donc, tout ce qui est en lien avec la natation, tout ce qui est en lien avec la navigation, tout ce qui permet la pêche, tout ce qui permet les plaisirs nautiques, est très souvent représenté sur ces murs des tombes, puisque c'est l'agrément du mort qui doit avoir plaisir à regarder ces scènes autour de lui, puisqu'il est dans l'attente de cette transformation qui est l'après-mort. Donc, il y a là tout un tas de scènes particulières. J'attire votre attention, parce que c'est une des réflexions que j'ai préparées pour la suite, sur ces scènes qui pourraient sembler très masculines. Regardez, on a essentiellement ici des hommes, voire des hommes qui font preuve de leur virilité. J'ai des muscles, je suis capable de t'affronter, je te montre ma force. En fait, non. Nous avons aussi bien des représentations masculines que des représentations féminines. Et en particulier, c'est très visible sur tout ce qui est jeux aquatiques. C'est-à-dire qu'on s'amuse de l'eau, l'eau est le lieu du plaisir, et donc, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, sont représentés sur ces activités. Mais il y a quand même une sorte d'interrogation, c'est celle d'une certaine violence. Si j'ai le temps, tout à l'heure, nous en discuterons. Alors, on ne va pas rester sur l'Antiquité, on va monter d'un cran, on arrive au Moyen-Âge, et alors là, le Moyen-Âge est une période qui fourmille de documents. Les documents iconographiques sont ce que l'on connaît peut-être le moins de la richesse médiévale. C'est-à-dire que traditionnellement, on est plutôt sur l'usage de documents textuels, ce qui est d'ailleurs l'habitude universitaire, c'est-à-dire que quand on fait un commentaire, on fait surtout un commentaire de texte. Les documents iconographiques sont pourtant d'une abondance et d'un caractère très étonnant, présentant les différents jeux. J'en ai choisi ici deux, parce qu'ils illustrent par leur simplicité des choses dont la permanence jusqu'à nous est réelle. Commençons par celui de gauche. Vous avez là un jeu de quilles. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à notre jeu de quilles, la boule que nous utilisons pour dégommer les quilles est en fait elle-même une quille. C'est-à-dire qu'il y a des différences par rapport à ce que nous pratiquons. Mais si je regarde dans d'autres environnements, par exemple du côté nordique, j'ai des jeux finnois ou vikings, par exemple le cube, eh bien ces jeux utilisent aussi des structures de quilles pour dégommer d'autres quilles. Hein, donc c'est une pratique qui existait, qui a un sens parce qu'il s'agit de taper dans les quilles. Il faut imaginer que les quilles que vous avez à droite sont soit plantées, c'est-à-dire enfoncées dans le sol, donc il faut vraiment un effort pour qu'elles tombent, ou bien simplement posées. Le jeu reste évidemment le même. À droite, vous avez une scène, on va dire, plus familiale. Ce qui est intéressant, c'est que l'enfant joue à quelque chose qui est peut-être un peu passé de mode aujourd'hui, mais qui a toujours son usage, une toupie. Les jeux de toupie sont les jeux les plus faciles que l'on peut avoir. Vous prenez cette toupie par la petite queue, vous la faites tourner entre vos doigts, et vous lui faites accomplir des circonvolutions. Sauf que les jeux de toupie
dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, ne se lance jamais à la main. Il y a toujours ce que vous avez entre les mains de l'enfant, c'est-à-dire une sorte de démarreur, de structure que l'on va entourer autour de la toupie et avec laquelle on va lancer ce type de jeu que l'on appelle usuellement les jeux de trocus, qui sont donc des jeux avec un démarreur. C'est valable pour la toupie, c'est valable par exemple pour le cerceau. Les jeux de cerceau qui ont connu jusqu'au XIXe siècle une certaine publicité ne se jouent pas comme on peut le penser à la main, mais ils se jouent toujours avec un démarreur, on appelle ça un starter, c'est-à-dire un objet qui va permettre de faire tourner le cerceau. Donc, des formes, là aussi, qui sont différentes, tout en permettant quand même jusqu'à nous une certaine pérennité. Alors, le Moyen-Âge, je disais, est extrêmement riche. Dans ce Moyen-Âge, je pioche, ce qui me permet de réfléchir un petit peu à la notion de jeu. On va voir que les jeux sont l'objet d'une condamnation systématique, mais j'ai quand même de nombreux documents, et des documents novateurs. Plus particulièrement, j'ai ce qu'on appelle des traités techniques. La règle du jeu. Comment on joue à un jeu? Quand vous êtes dans une société, que vos frères vous apprennent à jouer, il n'y a pas besoin d'un manuel qui vous explique comment jouer. Donc, ces règles du jeu, jusqu'au Moyen-Âge, elles n'existent quasiment pas. Ou même, nous le verrons peut-être, elles sont très laconiques. J'ai à partir du XIIe et surtout du XIIIe siècle, des textes qui sont des traités où l'on apprend ce qu'on pourrait appeler les stratégies. Le plus visible, c'est les traités sur les échecs. Ça, le jeu d'échecs est le grand jeu du Moyen-Âge. Il y a véritablement un engouement de toutes les parties de la société, hommes comme femmes, qui pratiquent ce jeu d'échecs. Mais vous avez également ce qu'on appelle les jeux de table, ou les jeux de tablier, c'est-à-dire les jeux de support. C'est ainsi qu'on appelle tous les jeux qui ont une structure. Tout à l'heure, vous avez vu le sénet, ce jeu égyptien. Eh bien, c'est un tablier, un support sur lequel on a donc une structure dans laquelle on va s'amuser. Vous avez également ce qu'on appelle les jeux de marelle, les jeux de labyrinthe, les jeux où il faut accomplir un certain nombre de déambulations également. Donc, on voit apparaître ces traités, peut-être parce qu'ils exigent désormais une certaine connaissance stratégique, en particulier donc les jeux d'échecs, les jeux de dames, qui sont des jeux un peu plus intellectuels si l'on veut, et ils offrent des perspectives très riches parce qu'on voit comment est-ce que ces textes deviennent de plus en plus complexes. Plus on avance dans le temps, plus la complexité du texte est renforcée. On a également d'autres documents qui sont extrêmement amusants. C'est ce qu'on appelle des fabliaux, c'est-à-dire des petites fables qui sont toutes construites sur le même principe. C'est une histoire entre un personnage un peu sain, voire naïf, et des voleurs, de ce qu'on appelle des ribauds, des méchants, qui sont marqués par le jeu. Le jeu, au Moyen-Âge, on va le voir, est une affaire négative. Donc vous avez par exemple un texte qui est très connu qui s'appelle « Du curé et des deux ribauds ». C'est un curé qui est très naïf et qui se fait voler par deux voleurs. Les ribauds, ce sont les voleurs. Vous avez également un texte qui s'intitule « De Saint-Pierre », donc l'apôtre que vous connaissez, et du jongleur. C'est intéressant parce que la jonglerie, qui pour nous est simplement un amusement, est donc caractérisée par son caractère négatif. On ne doit pas jongler, on ne doit pas s'amuser comme ça. Donc, j'ai mis ici un petit extrait pour que vous compreniez comment ça se passe. J'ai connu deux ménestriers qui étaient les plus déterminés ribauds, voleurs, que jamais on ait vus. L'un ne gagnait pas une vole qu'il ne la risqua sur un tablier. Donc, dès qu'il gagnait de l'argent, il allait à la table de jeu et il jouait. L'autre, il serait venu apporter, je crois, le seul pain qu'il aurait eu à manger pour toute la semaine. C'est donc le principe de l'addiction qui est déjà évoqué. En un mot, c'était chez eux une telle rage que si en plein hiver, ils eussent rencontré quelqu'un sur un grand chemin, français ou allemand, n'importe, ils l'eussent arrêté pour le faire jouer. À ce goût pour les dés,
il joignait encore l'adresse de les manier, mais il n'en était pas plus riche. Donc leur sort est voué à la pauvreté, à la déchéance. Mais on évoque un jeu dans cette formule, les jeux de dés. Et ces jeux de dés, on va voir qu'ils sont véritablement ce qui est le plus dénoncé dans toutes les approches médiévales et modernes, c'est le caractère de l'échec de la société. Alors, on fait une étape, on passe à l'époque moderne. L'époque moderne, donc l'époque moderne, je vous rappelle, hein, c'est 16e, 17e, 18e siècle, on a l'impression qu'on sait tout. Contrairement au Moyen-Âge, c'était 1000 ans, il y a plein de choses encore à découvrir. L'époque moderne, bon, peut-être que tout a été cerné. Eh bien, pas du tout. On s'aperçoit que nous vivons sur un certain nombre d'éléments qui peuvent être remis en question. Et j'ai mis sur cette vignette un élément de débat qui porte sur un document que l'on connaît bien, qui, jusqu'à présent, était attribué à un graveur, mais dont on vient de prouver, et le livre est de 2017, hein, donc c'est extrêmement récent, qu'en fait, on se trompait depuis en gros 30 ans. Il s'agit d'un ouvrage qui, vous le voyez, s'appelle « Les 36 figures contenant tous les jeux qui se peuvent jamais inventer et représenter par les enfants, tant garçons que filles, depuis le berceau jusqu'à l'âge viril, avec les plus amples significations des dites figures, mises au pied de chacune de celles-ci, en vers François, donc en français, le tout nouvellement mis en lumière et dirigé par ordre. » Donc c'est un texte qui va avoir une iconographie sous la forme de 36 figures, qui traditionnellement ont été conservées, mais une partie a disparu. La dernière fois qu'on avait vu véritablement ces figures, c'est en 1847, où une partie avait été publiée, et puis il nous en restait en gros 18 sur les 37, conservées évidemment à la Bibliothèque nationale. Or, il se trouve que ces gravures étaient traditionnellement attribuées à quelqu'un qu'on appelle Guillaume le B. Guillaume le B, c'est un graveur renommé, véritablement une sorte de star dans l'imprimature de l'époque. Et il se trouve que différents spécialistes, et l'un d'entre eux, c'est Thierry de Police, qui travaille justement sur la gravure, vient de montrer que cette attribution à Guillaume le B est fausse. C'est-à-dire que, en fin de compte, vous avez une attribution à un nom d'imprimeur qui n'est pas le réel créateur du document. Vous voyez, même sur une période qui peut nous sembler bien maîtrisée, il y a toujours des surprises. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que vous avez là toute une palette de jeux qui sont des jeux simples. Et ces jeux simples, ils sont associés à différents textes qui ont agrémenté évidemment la période moderne. Le plus connu, c'est évidemment le Gargantua, et plus précisément le chapitre 22 du Gargantua de Rabelais. Vous avez là un texte qui est assez exceptionnel. Bon, Gargantua, donc fils de Pantagruel, ce géant issu de la tourelle où j'habite, entre la Devinière, Chinon et Bourgueil, qui est un enfant gigantesque et dont les jeux sont évidemment décrits avec beaucoup de précision par Rabelais qui s'en amuse. Donc, on a une liste. On a une liste, et cette liste a été travaillée plus spécifiquement par Yves Riffaut. Alors, Yves Riffaut, c'est un personnage qui a aussi une sorte de carrière intéressante dans le domaine de la recherche dans ce monde du jeu. Initialement, c'est un journaliste. Et dans les années 80, il déménage à Annecy, et là, il va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de pratiques ludiques qui sont en train de disparaître, et il va créer un lieu qui, à mes yeux, a une importance réelle, c'est le musée de l'art de l'enfance à Annecy. Et donc, on a un système d'exposition, de mise en valeur d'objets, mais également de pratiques. Et si vous avez à chercher des musées sur ces questions, eh bien, il se trouve que l'espace helvétique et la Savoie sont truffés de musées dédiés justement aux jeux et à l'enfance. Vous avez à Genève, vous avez en Suisse un certain nombre de petites villes toutes perdues où vous avez un musée du jeu avec des objets particulièrement exceptionnels. Donc, Riffaut
à Annecy, travaille plus particulièrement sur le texte de Gargantua, enfin de Rabelais, et dans la liste du chapitre 22, vous avez au total 215 jeux qui sont nommés. Bon. Alors, sur ces 215 jeux, nous sommes actuellement capables d'en identifier 190. Ça veut dire qu'on a encore de la marge. Il y a des jeux dont nous ne savons pas à quoi ils correspondent. Dans cette liste de jeux, vous avez de tout. Vous avez des jeux qui sont très simples, des jeux de dés par exemple. Vous avez des jeux qui sont à la Rabelais, souvent teintés de connotations soit scatologiques, soit de connotations un peu sexuelles. C'est l'ambiance de l'époque. Donc ça, il ne faut pas s'y étonner. Mais on a aussi tout un tas d'indications qui sont très riches. En particulier des appellations qui présentent des variantes régionales. Et on voit comment est-ce que Rabelais, qui a été un voyageur, n'oublions pas que de sa Touraine, il est parti à Montpellier où il a appris la médecine, puis ensuite il a pratiqué en Provence et dans le Lyonnais, s'est donc inspiré d'un certain nombre d'éléments qu'il avait pu croiser pour nourrir ce chapitre 22 où il nous donne tous ces jeux qui constituent la trame, évidemment, des amusements, des ébattements, comme il dit, de Gargantua. Donc on a une liste très riche, une liste dans laquelle on se demande où est la part d'invention de Rabelais, parce qu'il y a des choses que l'on peut très clairement identifier, il y en a d'autres dont on voit qu'elles sont des variantes, donc vous avez une variante bourguignonne, une variante lyonnaise, et puis comme il en reste que l'on ne sait pas identifier, est-ce que ce ne seraient pas des jeux que Rabelais aurait inventés, puisque ces personnages sont évidemment des géants, donc ils ont des jeux qui ne sont pas nos jeux humains. Donc il y a comme ça encore une marge de recherche dans ce domaine-là. Alors, cette période de l'époque moderne sur laquelle je travaille a été l'objet l'an dernier, enfin en 2017, il y a 2 ans donc, d'une grande exposition dans une partie d'exposition plus vaste encore, qui était l'exposition des fêtes et divertissements à la cour à Versailles. Donc on a à cette occasion, donc sur 2016-2017, différents colloques qui ont été réalisés, une exposition qui permettait de reconstituer dans Versailles les salles de jeux qui étaient les jeux de la reine ou les jeux du roi, et c'est pas la même chose quand c'est le roi Louis XIV qui organise ou quand c'est la reine. Vous voyez ici un certain nombre d'éléments, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque les cartes, essentiellement. C'est la grande innovation du XVe siècle qui se développe et qui va être là aussi ruineuse pour une partie de la société. Les jeux ne sont qu'un élément de cette société. Mais tous les jeux de cette société sont objets d'étude. Et particulièrement ceux qui sont des objets, enfin des jeux du quotidien. Parmi les jeux du quotidien, il y a le jeu de paume. Le jeu de paume, qui est un jeu pratiqué facilement, soit en extérieur. Au départ, vous prenez la balle dans la main et vous la lancez. Et puis progressivement, on a créé des lieux spécifiques aménagés avec ce qu'on appelle le tripot, c'est-à-dire le lieu où se déroule le jeu de paume, le présentoir pour les spectateurs, la limite qui sépare les 2 terrains où se trouvent les joueurs, et puis on a également toute une production, j'allais dire industrielle, mais au sens du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est-à-dire encore artisanale, mais toute la construction des raquettes, la construction des balles, donne lieu à une véritable richesse d'études de ces domaines. Et il se trouve que, incidemment, des recherches archéologiques ont été réalisées à Versailles. Et on tombe sur ça. Ça, c'est le jeu de paume qui existait du temps de Louis XIII. Donc avant que le château ne prenne cette ampleur qui est créée évidemment par Louis XIV. Et on se rend compte qu'il y a là toute une structuration. Il est détruit en 1680, donc il nous en reste simplement la trace inférieure. Mais vous avez non seulement le jeu en lui-même, vous avez la maison du responsable, qu'on appelle le maître pommier. Donc il y a véritablement, dès le règne de Louis XIII, dans ce qui n'est qu'une résidence de chasse, n'oubliez pas, à Versailles, vous avez un jeu de paume. Comme vous en avez d'ailleurs de nombreux à Paris, vous avez une formulation d'un Anglais qui visite la France, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Darlington, qui nous dit « Il y a plus de joueurs de paume en France que d'ivrognes en Angleterre ». C'est
quand même une comparaison amusante. Bon, donc on voit comment est-ce que l'historien, grâce au support ici de ce qu'on appelle l'archéologie moderne, peut retrouver des éléments de travail et donc compléter nos connaissances. Alors, j'ai juste évoqué ici les périodes les plus récentes parce que surtout je voulais créer un peu d'exotisme dans cette conférence, donc je me suis plutôt centré sur l'Égypte et sur le Moyen-Âge, mais vous avez également tout un tas de travaux qui portent sur la pratique contemporaine, donc 19e, 20e et même 21e siècle. Alors, l'ouvrage incontournable, c'est celui de Michel Benson. Que Jouette toujours, c'est la référence chez Fayard, c'est la publication carrée où vous trouvez tout un tas d'éléments pour travailler ces questions. J'ai mis le Père Noël parce que les questions du Père Noël sont aussi un objet d'étude. Et en particulier, le fait est que l'idée qu'en 1962, on ait inventé cette réponse du Père Noël, les lettres qui sont centralisées à Libourne et la Poste qui doit répondre, dans la mesure du possible, aux enfants qui ont écrit au Père Noël. Eh bien, c'est une structure qui est un objet d'étude et qui a, je suis en train de chercher le nom, il s'agit de la mère du chanteur Carlos qui a été à l'origine de ça. Françoise Dolto, voilà. Elle a, en 1962, eu l'idée qu'on devrait répondre à ses enfants. Elle a même été la première à rédiger une petite carte postale que l'on renvoyait, alors dans la mesure du possible, parce que quand vous voyez ce qui arrive à Libourne, les adresses sont très farfelues. Mais nous avons tout un travail sociologique, et donc historique par prolongement, sur ces notions de lien au Père Noël et à la façon dont on récompense les enfants. Bien. Alors, étudier objet d'historiographie, c'est une pratique historique, et là on va essayer de prendre ça de façon un peu plus thématique. J'ai assez de temps, je pense. Il est moins 9h moins 10. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses qui sont objets de discussion. Et la première, c'est la question de la violence. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Mais en fait, parce que quand vous regardez aujourd'hui un certain discours sur les jeux pratiqués, et particulièrement sur les jeux vidéo, revient de façon récurrente l'idée que ces jeux sont violents. Est-ce que ces jeux sont plus violents que ceux qu'on pratiquait avant? Bon, on va prendre quelques exemples, et on va remonter en Égypte. L'une des grandes théories qui a été développée, c'est celle, justement, de la violence de certaines scènes dont je vous ai dit qu'elles agrémentaient les murs des mastabas ou des pyramides, et où on voit en effet des affrontements dont certains sont de véritables combats. C'est-à-dire que vous avez des affrontements à main nue, mais vous avez également un certain nombre d'activités de combat avec une lance, avec des objets. Donc, la société égyptienne, lorsqu'elle joue, puisque ce sont des représentations ludiques, était-elle particulièrement violente? Bon, il se trouve que quand je travaillais sur ces questions-là, j'avais la télévision, et plus particulièrement une chaîne anglaise qui diffusait un jeu qui s'appelle Takeshi's Castle, le château de Takeshi. C'est un jeu japonais, qui est un jeu très simple. Vous prenez un groupe qui va avoir une mission à accomplir, rejoindre le château de Takeshi, qui est le seigneur local. Donc, ils partent d'un point A, ils vont à un point B, et ils doivent franchir des obstacles. Donc, ces obstacles, c'est assez simple. Vous avez souvent des murs. Dans les murs, vous avez dessiné des portes. Certaines de ces portes sont des portes en papier, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Hein, tout est recouvert, mais une porte en papier, vous enfoncez et vous passez. Deuxième possibilité, vous avez une porte en papier et vous passez la porte, mais vous tombez dans un trou plein d'eau et vous avez là deux gardiens qui vous tapent dessus. Et la troisième possibilité, vous avez toujours la même porte qui est dessinée sur le mur, sauf que derrière le papier, il y a le mur. Donc, ces jeux nous semblent à nous, évidemment, d'une extrême violence. En particulier quand on voit comment est-ce que ces gardiens qui sont souvent grimés comme des monstres tapent sur ceux qui sont tombés dans l'eau glaciale boueuse qui les a accueillis. C'est donc un objet de violence. Oui, sauf que les Japonais regardent ça avec délice. Donc, ce que nous appelons violence est aussi un aspect culturel. Et que la violence des jeux n'est que le reflet de ce que nous y projetons. Voilà comment est-ce que les psychologues, les sociologues et les historiens essaient de réfléchir ces approches
sur la violence. Et donc, les jeux égyptiens n'étaient pas particulièrement plus violents que les nôtres. Mais, comme ils nous sont parvenus dans leur représentation, eh bien, nous nous sommes attachés, et ça a été un discours, à dire qu'ils étaient plus violents. Bon. Autre élément, les jeux, et en particulier au Moyen-Âge, sont systématiquement associés à de l'argent. C'est-à-dire que nous sommes face à des paris qui posent la question et de l'argent, et par la suite de la violence. Alors, ça concerne essentiellement les jeux de dés, mais ça concerne plus largement tous les jeux. Notre société a commencé à mettre en valeur une certaine approche du pari, en particulier avec les paris sportifs. Alors, il existait bien sûr depuis un certain temps déjà le PMU, il existait les loteries, mais on a vu émerger dans les années 2000 les fameux paris sportifs. Bon. Cette situation-là, elle est assez mal impliquée dans la société française. On n'arrive pas à la développer comme elle se trouve, par exemple, développée dans d'autres communautés, par exemple en Allemagne, ou par exemple dans le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, il est très largement associé à la notion de pari. On parie sur tout. En Angleterre, vous avez actuellement des bookmakers qui prennent les paris pour savoir si l'enfant de Meghan Markle sera un garçon ou une fille. J'ai même appris l'autre jour qu'on avait un système de paris pour savoir quel est le prochain entraîneur d'une équipe de foot anglaise qui serait évincé. On a eu une sorte de révélation récemment, parce qu'il y a eu un entraîneur qui a été viré, et un certain nombre de parieurs ont récupéré des sommes considérables parce qu'ils avaient marqué le gros lot, ils avaient joué sur celui-là, et donc ils ont gagné des sommes d'argent considérables. Donc, le pari est une chose qui est très implantée dans la société anglo-saxonne. Beaucoup plus que chez nous. Il se trouve que dans la période médiévale, le pari est systématique. L'argent est systématique dans tous les jeux que l'on pratique. Et surtout, évidemment, dans les jeux de dés. Cette notion de jeu d'argent, elle est évidemment contraire à l'éthique médiévale. L'éthique chrétienne médiévale ne peut pas accepter l'argent. Et vous savez comme moi que la société française est une société où parler d'argent est toujours délicat. On n'évoque jamais le salaire de quelqu'un. Donc, le rapport à l'argent, et en particulier dans cette société où on ne peut pas faire de profit sur l'argent, seuls les juifs peuvent prêter de l'argent à profit dans cette société médiévale. Donc, tout ça, c'est très mal vu, et ça va donner lieu à une association. Les jeux, et donc les jeux avec pari d'argent, sont nécessairement les déclencheurs de la violence. C'est la notion d'addiction dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes sur des jeux qui empêchent le comportement naturel. Regardez comment est-ce que, dans ce texte, vous avez ici un ouvrage qui s'appelle La Nef des Fous de Sébastien Brand, un chapitre est consacré au jeu, et on y trouve la formule « Jeu sans péché va rarement, qui joue n'est pas l'ami de Dieu, les joueurs sont tous fils de Satan. » Le jeu, au Moyen-Âge, est considéré comme une invention satanique. Alors, d'où ça vient ? Bien, en fait, ça vient des débordements. C'est-à-dire que les jeux peuvent aboutir à des scènes de violence, comme celle qui nous est rapportée ici dans le manuscrit de Renaud de Montauban, où vous avez cette partie d'échecs qui se transforme en tuerie. On voit bien comment est-ce que le jeu d'échecs a été balancé, comment est-ce que des coups de là sont sortis, et on règle les comptes, peut-être parce qu'il y a un tricheur, peut-être parce que quelqu'un a mal accepté de perdre, et donc on voit comment est-ce que la violence est derrière le jeu. Donc l'Église se fait un malin plaisir de condamner évidemment le jeu. Il y a évidemment d'autres justifications, et en particulier l'interdit traditionnel. Pourquoi le jeu de dés est interdit dans cette société ? Eh bien parce que ça renvoie à l'épisode de la Passion du Christ et des 3 Romains qui se sont partagés la tunique en jouant aux dés. Donc très vite, l'Église a utilisé ce prétexte pour condamner tous les jeux de dés. Ce qui n'empêche pas que ces jeux de dés prolifèrent, c'est plus simple. Vous vous adossez à un endroit, vous sortez les dés de la poche, vous jouez, vous pariez sur le résultat,
c'est extrêmement facile à mettre en place. Donc, ici, on pourrait se dire, ben voilà, l'Église condamne, c'est un jeu diabolique, on est dans une forme très traditionnelle. Oui, mais l'historien que je suis doit vous rappeler que quand j'étudie mes documents, je vois tout d'un coup que entre la nativité et l'épiphanie, eh ben on a le droit de jouer au dé. Ah bon? Alors que ça devrait être au contraire le temps fort, un des temps forts de la pratique chrétienne, hein, eh bien non. On laisse une certaine marge de liberté autour de cette pratique des jeux de dés et d'autres jeux, bien sûr. Hein, donc il y a différents documents, et pas seulement des documents anodins, anecdotiques. Vous avez un certain nombre de comptabilités domestiques où on voit que le propriétaire de la maison a joué, et il note dans ses petits carnets combien il a gagné. Et on voit à quel moment il a gagné. Donc tout ça, ce sont des moyens d'étude qui sont extrêmement riches, et qui nous renvoient évidemment à la relation au jeu, aux addictions, et à la condamnation par l'Église. Alors, condamné par l'Église d'abord, condamné par le pouvoir aussi. Ce qui est intéressant, c'est que quand on essaie d'observer un petit peu la perspective de la condamnation des jeux, on arrive essentiellement au règne de Louis XI, c'est-à-dire Saint-Louis, c'est-à-dire 1226-1270. C'est à ce moment-là que des ordonnances, c'est-à-dire des textes royaux, vont devenir la norme pour lutter contre le jeu. La première que nous possédions date de 1254. En 1254, Louis XI dit « Il défend de jouer au dé », donc c'est le premier jeu qui est cité, aux tables, on l'a vu tout à l'heure, et aux échecs. Les trois jeux sont nommément cités dans l'ordonnance. Et ce qui est intéressant avec Louis XI, dans cette ordonnance de 1254, c'est que non seulement le jeu est interdit, mais qu'il faut faire en sorte que ce jeu ne puisse pas réexister. Donc on va détruire les éléments qui permettent de fabriquer ce jeu du diable que sont les dés. Donc les déciers, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des dés, voient, logiquement, les objets de fabrication de taille qui sont brisés. Bon. En histoire, il y a une règle qui est simple. Quand vous retrouvez quelque chose qui raconte la même chose plusieurs fois, c'est que l'application d'une telle norme ne fonctionne pas. 2 ans plus tard, 1256, nous avons la même ordonnance, ou presque, de Saint-Louis, qui nous dit qu'il faut s'abstenir des jeux de dés, des mauvais lieux et des tavernes. Évidemment, on voit comment est-ce que tout ça est en train de se construire autour de ces lieux malfamés. Le texte, on va le voir, est très riche dans ce domaine-là. Attention, l'ordonnance de 1256 est plus subtile parce qu'elle ne s'adresse pas à toute la population, elle s'adresse aux sénéchaux, aux baillis et autres officiers. Autrement dit, aux représentants du pouvoir royal. Et donc, le roi interdit à ses représentants de jouer. Ça veut donc dire qu'il le faisait. Que dit le texte? Nous voulons et établissons que tous nos prévôts et nos baillis s'abstiennent de jurer avec des paroles qui tournent au mépris de Dieu. Ah, ça commence d'abord par le blasphème. Le jeu induit le blasphème. Donc, au mépris de Dieu, de Notre-Dame et tous les saints, et qu'ils évitent le jeu de dés, alors là, c'est celui qui est le plus dénoncé, et ne fréquentent pas les tavernes. C'est simple, une taverne. Vous avez un cabaretier qui vous offre à boire, vous avez une table, vous avez de la compagnie, et vous lancez les dés. Bon. Il se trouve que ces tavernes, comme d'autres lieux, par exemple les thermes ou les bains, sont des lieux où on va aussi avoir des jeunes femmes qui viennent fréquenter par contiguïté, et que du coup, ces jeunes femmes, ce sont des prostituées. Donc le texte continue. Nous voulons que la fabrication des dés soit interdite et que les prostituées soient expulsées des maisons. Comment convaincre un bailli qu'il a intérêt à obéir aux ordres du roi et donc à expulser les prostituées et à interdire le jeu? Que quiconque louera une maison à une prostituée devra verser au prévôt ou au bailli le loyer de la maison pour 1 an. Donc le bailli a tout intérêt à pratiquer une politique de sévérité parce qu'il récupérera une partie de l'argent sous la forme de ce loyer qui sera confisqué. Bon, ça, c'est la politique de Saint-Louis. Le règne de Saint-Louis est particulier, mais ses successeurs reprennent la même chose. Vous avez l'ordonnance de Philippe V qui dit la même chose, il faut interdire les jeux de dés. Vous avez enfin la grande ordonnance de Charles V qui, elle, a une portée différente.
L'ordonnance de 1369, c'est une ordonnance qui va amener l'obligation de s'entraîner au tir à l'arc. Il faut qu'on abandonne ces jeux pour s'entraîner à tirer, soit à l'arc, soit à l'arbalète. Pourquoi ça? Il faut rappeler qu'on est dans la guerre de 100 ans, que cette guerre de 100 ans, elle est une défaite face à la France, et que donc, il faut que les gens se prennent en main pour se défendre. Et donc, on va avoir un certain nombre de pratiques à proximité de la ville, ce qu'on appelle un berceau, c'est-à-dire un lieu où on s'entraîne, et donc les Français vont pratiquer comme le faisaient les Anglais, qui nous avaient fichu la pâtée à Crécy en 1346, qui nous avaient refaite en 1356 à Poitiers. Eh bien, on va voir ces Français prendre l'art de la maîtrise du tir à l'arc et donc remporter la victoire sur les forces anglaises. Bon. Je ne sais plus ce que j'ai mis après, du coup je suis un peu... Le mauvais exemple vient d'en haut. Le mauvais exemple vient d'en haut. Oui, alors on va finir là-dessus parce que l'idée c'est d'interdire. Donc, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut interdire ces jeux? Encore faut-il que ceux qui sont les plus proches du pouvoir respectent les règles du pouvoir. Et là, nous avons deux exemples que je trouve assez exceptionnels pour montrer que même dans l'entourage immédiat du roi Charles V, vous avez des joueurs impénitents. Le premier, c'est Charles le Mauvais. Alors, il porte mal son surnom. Il est originaire de Navarre, c'est un proche du roi. Et lui, alors, c'est un joueur de dés. C'est-à-dire qu'à tout moment, dès qu'il a 5 minutes, on lance les dés, on parie. L'autre est plus intéressant, c'est Jean de Berry. Alors Jean de Berry, c'est un puiné de la famille royale. Il est riche comme Crésus parce qu'il a récupéré l'apanage de Berry, donc il a les provinces aujourd'hui du Cher et de l'Indre, donc c'est à ce moment-là très riche. Et il vit comme un prince. Alors on connaît de lui surtout ce qu'on appelle le livre d'heures de Jean de Berry, qui est un ouvrage très riche en iconographie. Or il se trouve que Jean de Berry est un joueur, et que non seulement il organise des buffets, il organise un certain nombre d'activités ludiques, mais il joue. Et nous savons qu'en 1370, il va aller choquer une partie de la société, parce qu'il va placer en gage son chapelet, lui qui est un prince chrétien, pour pouvoir continuer à parier. Vous voyez jusqu'où ça mène, cette situation de l'addiction au jeu, et donc c'est un des objets d'étude. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour la partie conférence et qu'on va pouvoir continuer avec la partie questions-réponses. Merci.